La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Peut-on ne pas parler d'islamophobie? C'est la question que je poserai aujourd'hui à deux sociologues, Abdelali Hadjad et Marwan Mohamed. Abdelali Hadjad, bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'université de Nanterre. Et Marwan Mohamed, bonjour également. Bonjour. Vous êtes sociologue, chargé de recherche au CNRS, au centre Maurice Alvax, dans l'équipe de recherche sur les inégalités sociales. Ensemble, vous publiez aux éditions La Découverte ces jours-ci, Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent, entre guillemets, le problème musulman. Alors je disais, en commençant cette émission, peut-on ne pas parler d'islamophobie parce que un certain nombre de gens expliquent dans l'espace public que ce mot est piégé, qu'on ne pourrait pas l'utiliser parce que il poserait des problèmes sémantiques, des problèmes politiques. La difficulté avec cette position qui vise à ne faire en sorte qu'on n'utilise pas ce mot, c'est qu'elle a pour effet direct qu'on met sous le tapis en quelque sorte la réalité sociale que ce mot, aussi imparfait soit-il, entend désigner. J'aimerais qu'on commence par cette question, Marwan Mohamed, par celle du mot islamophobie, à propos duquel on a entendu un peu tout et n'importe quoi. La thèse la plus fréquente, la plus souvent entendue dans l'espace public depuis quelque temps, et elle remonte à un livre de Caroline Fourest et Fiammetta Wener, c'est que ce mot d'islamophobie aurait été inventé dans les années 70, un peu avant la révolution islamique en Iran, par les mollahs, pour désigner tous ceux qui s'en prenaient à l'islam. Marwan Mohamed. Alors, effectivement, ce mythe-là de l'invention iranienne du mot, de l'invention par les mollahs iraniens du mot islamophobie date de 2003, de l'automne 2003. Il y avait effectivement Fiammetta Wener et Caroline Fourest, mais également Pascal Bruckner, qui avaient popularisé cette idée-là à l'époque où Vincent Gesser publiait un livre qui s'appelle toujours d'ailleurs la nouvelle islamophobie, et au moment où le MRAP organisait au Sénat un sujet sur cette question, et au moment où la CNCDH, c'est-à-dire la Commission nationale consultative sur les droits de l'homme, qui est en charge de ces questions de racisme en France pour les pouvoirs publics, commençait à mesurer, à se questionner sur l'hostilité à l'islam. Donc le contexte d'émergence de cette idée, c'est celui-là, et c'est une idée, une assertion qui est fausse. Pourquoi? D'abord parce que le mot islamophobie n'existe pas en persan. Et les mollahs iraniens, jusqu'à preuve du contraire, s'expriment dans cette langue-là. Deuxièmement, parce que c'est un mot qui date du début du XXe siècle et qui a été inventé par des administrateurs coloniaux français. C'est vraiment un des aspects passionnants de votre enquête. Vous faites cette histoire du mot. Et alors, je dois dire, on tombe sur des lignes qui sont incroyables. On mythifie beaucoup la Troisième République aujourd'hui en France. On sait qu'elle est responsable de choses qui ne sont pas forcément très, très jolies à regarder aujourd'hui sur certains territoires à l'époque de la République. Mais en fait, ce mot apparaît dans un article de 1910 signé d'un monsieur Delafosse et qui est un administrateur ethnologue, comme on disait. C'est-à-dire que les sciences sociales, on voyait, étaient encore assez peu indépendantes à l'égard de l'administration et de l'État. N'empêche que ce monsieur fait des remarques très très pertinentes. Je voudrais juste lire quand même cet extrait parce que je le trouve
proprement incroyable aujourd'hui. Quoi qu'en disent ceux pour qui l'islamophobie est un principe d'administration indigène, la France n'a rien de plus à craindre des musulmans en Afrique occidentale que des non-musulmans. L'islamophobie n'a donc pas de raison d'être dans l'Afrique occidentale, où l'islamophilie, dans le sens d'une préférence accordée aux musulmans, créerait d'autre part un sentiment de méfiance parmi les populations non musulmanes qui se trouvent être les plus nombreuses. L'intérêt de la domination européenne, comme aussi l'intérêt bien entendu des indigènes, nous fait donc un devoir de désirer le maintien du statu quo et de garder une neutralité absolue vis-à-vis de tous les cultes. On a là finalement une définition de ce que peut être la laïcité de la République française, et on a le sentiment qu'entre 1910 et aujourd'hui, quand même, les choses ont quelque peu évolué, Abdelali Hadjad. Le texte de Delafosse et puis d'autres administrateurs ethnologues qui étaient érudits, donc qui étaient des spécialistes de l'islam noir, entre guillemets, ouest-européen, avaient pour objectif de maintenir la domination coloniale. Donc l'enjeu, c'était de ne pas privilégier ou de défavoriser une population, qu'elle soit animiste, musulmane ou autre culte. Le fait de privilégier ou de défavoriser un culte par rapport à l'autre pourrait provoquer un déséquilibre et remettre en cause l'empire. Donc ce qu'il y a derrière, c'est cette idée de maintien d'une domination coloniale sur un territoire. Mais c'est vrai que donc, le terme est inventé à ce moment-là, mais ça s'inscrit dans une vague du début du XXe siècle où on utilise beaucoup le suffixe phobie. Donc c'est à ce moment-là qu'on va... À ce moment-là, on parle de xénophobie, etc. On ne parle pas de judéophobie. À l'époque, on parlait d'antisémitisme. Donc ça s'inscrit aussi dans cette série d'innovations sémantiques propres aux ethnologues, etc. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le terme est né en France, dans un contexte très précis. Il va être repris par quelqu'un comme Étienne Dinet, qui est un autre orientaliste, mais lui qui était plutôt du côté des indigènes algériens, pour dénoncer ce qu'il appelle l'orientalisme, donc la manière d'analyser le monde oriental. Et on va assister à une éclipse pendant plusieurs dizaines d'années dans l'usage français du terme islamophobie. Et il va réapparaître véritablement dans le contexte anglophone. Donc au départ, notamment dans un texte d'Edouard Saïd en 85, où il répond aux critiques qui ont été adressées de l'orientalisme. Donc c'est un article intitulé Orientalism Reconsidered. Et puis, sans que ce soit forcément connecté, il y a un nouvel usage qui va se faire en Grande-Bretagne, donc dans les années 80, où là, le terme islamophobie va être utilisé pour désigner une forme de racisme spécifique à l'encontre des musulmans britanniques. Non seulement il est utilisé par des spécialistes en sciences sociales, par des acteurs sociaux, mais il est très vite, en fait, extraordinairement rapidement institutionnalisé. On a, dès 1994, un fameux rapport Runnymede qui va, au fond, inscrire ce mot dans les politiques publiques outre-Manche. Et finalement, c'est cette trajectoire que va suivre le mot, jusqu'y compris dans des ONG au plan international. Et c'est très intéressant dans votre livre de contraster cette situation du monde anglo-saxon avec notre débat très français, où l'on est encore devant un moment de réflexion sémantique, je dirais, sur la possibilité ou non d'utiliser ce mot, Marouane Mohamed. Sur la question sémantique, à mon avis, il faudrait... Alors, effectivement, il apparaît dans le rapport du Runnymede Trust de 1994, puis il va être très critiqué, parce que la manière dont il est défini et qu'il est posé à l'époque pose énormément de problèmes et ne règle pas forcément la situation de discrimination, de rejet des musulmans britanniques. Mais pour revenir sur cette question du débat sémantique actuellement, c'est bien qu'il y ait un débat sémantique sur les mots qu'on utilise pour désigner des phénomènes. Je pense que c'est sain qu'il y ait un débat sémantique. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a un débat que pour désigner, que pour le mot qui désigne le rejet de l'islam. On pourra avoir le même débat pour d'autres concepts qui servent à désigner d'autres formes de racisme ou de discrimination. Pour l'homophobie, par exemple. L'homophobie, l'antisémitisme, la négrophobie. Et je veux dire, on peut prendre tous les termes, ils ont tous leurs limites. Et c'est cette idée qu'il faut bien avoir en tête. Il n'y a pas de terme parfait. Il n'y a pas de terme parfait, y compris du point de vue de ceux qui inventent le terme.
Je rappelle que l'antisémitisme a été inventé par un antisémite. C'était un journaliste allemand à la fin du 19e siècle. Alors on va arrêter là peut-être le débat sur les mots, parce qu'on a bien compris que le nominalisme peut être un péché parfois de la philosophie souvent, des sciences sociales parfois. On va essayer de s'intéresser un petit peu plus à la réalité qui est en l'occurrence désignée. Si on ne veut pas être naïf, on voit bien aussi que ce mot d'islamophobie est quand même utilisé par des acteurs sociaux dans des stratégies extraordinairement différentes les unes des autres. Et il y a un autre problème, plus politique celui-là, avec certains usages du mot islamophobie. C'est-à-dire que certains acteurs sociaux considèrent qu'il faut entendre par islamophobie toute attaque de l'islam et voudraient du même coup, au nom de la lutte contre l'islamophobie, interdire toute possibilité même de critiquer la religion. Et c'est souvent d'ailleurs face à ce discours-là que se sont cristallisées des choses. Je pense à la trajectoire d'un journal comme Charlie Hebdo. On peut à la fois être très solidaire au nom des principes de liberté publique pour défendre avec Charlie Hebdo la liberté de publication et d'attaquer les religions en République française, et en même temps ne considérer qu'il ne faut pas tout mélanger et que le mot d'islamophobie ne renvoie pas nécessairement uniquement à cette acception-là que certains dans le monde musulman voudraient voir triompher sur d'autres sens du mot islamophobie. Oui, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on essaie d'analyser dans le bouquin, c'est la lutte de définition. C'est un mot qui déchaîne des passions, qui, de fait, lorsqu'on regarde les différents acteurs, que ce soit en France ou dans le monde anglophone, il y a une pluralité de définitions de l'islamophobie qui peut aller dans le sens de certains qui considèrent que toute forme de caricature, de critique de la religion musulmane en tant que d'homme religieux relève de l'islamophobie. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est si on considère que le terme islamophobie, c'est le terme qui est dans l'espace public. Et c'est un peu la conclusion que fait la plupart des chercheurs en sciences sociales dans le monde anglophone. L'enjeu, ce n'est pas tant le terme en lui-même, on l'utilise ou pas, la question du bannissement. Donc c'est un peu l'enjeu du débat en France, c'est est-ce qu'on le bannit ou pas L'enjeu, c'est plutôt la question de la définition et la question de l'usage. Donc c'est pour ça que on présente différentes approches de l'islamophobie, et on propose la nôtre, c'est-à-dire qu'on considère que l'islamophobie, c'est un processus de racialisation qui consiste à analyser, interpréter le comportement de présumés musulmans à l'aune de leur supposée appartenance religieuse. Donc voilà, on a une définition de l'islamophobie qui, vous voyez, ne prend pas en compte des formes de critique anti-religieuses, du dogme religieux musulman, etc. Parce que à ce moment-là, on pourrait considérer que des musulmans hérétiques, entre guillemets, qui sont contre la doxa dans des pays musulmans, pourraient être qualifiés eux aussi, entre guillemets, d'islamophobes dès lors que ils sont pas dans la doxa. Donc c'est cette critique-là qui avait été faite à la définition du When You Met Trust. Et nous, on considère que il faut avancer. Il faut sortir un peu de cette idée de logique de bannissement ou pas, mais de poser la question de la définition. Parce que l'enjeu qu'il y a derrière, c'est la reconnaissance ou l'absence de reconnaissance de formes de discrimination à l'encontre d'individus et de groupes. Donc le fait de nier le terme en lui-même participe à une forme d'invisibilisation des formes de discrimination à l'encontre des musulmans. Alors on a énoncé deux critiques, une première sémantique, une deuxième qui renvoie à l'idée que finalement ce mot serait promu par un certain type d'acteurs sociaux islamistes par exemple, qui voudraient empêcher toute critique de la religion musulmane. Il y a un troisième type de critique qui est au fond, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ce mot, puisque il suffirait de parler de racisme tout simplement, de racisme anti-arabe par exemple, ou de racisme anti-musulman. Pourquoi faudrait-il un mot spécifique, Marouane Mohamed? D'abord, les Arabes sont minoritaires dans le monde musulman. Et la réalité musulmane est une réalité multiraciale. Donc s'appuyer sur le critère racial pour analyser un phénomène qui est international, globalisé et puis multiracial en tant que tel, ça pose énormément de problèmes. Deuxièmement, on peut très bien être aujourd'hui en France, et un certain nombre d'enquêtes le montrent, antiraciste et islamophobe, et participer de ce phénomène d'islamophobie au nom de considérations qui ne sont pas des considérations raciales. Le signe religieux et le signe racial s'articulent
aujourd'hui ne pas articuler le racisme anti-arabe, la question coloniale ou autre post-coloniale avec la question, l'émergence de l'islamophobie aujourd'hui, relève une forme de suicide intellectuel. En tout cas de limitation très forte. En même temps, réduire la question religieuse et l'absorber complètement dans la question de l'origine, de la question de la nationalité, c'est une erreur intellectuelle de même ordre. Mais les choses sont parfois néanmoins difficiles à démêler, et ça montre à quel point d'ailleurs la religion a pris le pas parfois sur la race, entre guillemets, pour être le critère de discrimination dans les pratiques ou dans les discours. Je voudrais reprendre une phrase que vous citez. Cette phrase, elle a été prononcée par quelqu'un qui était alors président de la République, Nicolas Sarkozy, au moment des actes terroristes à Toulouse de Mohamed Merah. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, a dit à l'époque « 2 de nos soldats, donc victimes assassinées par Merah, étaient, comment dire, musulmans, en tout cas d'apparence, puisque l'un était catholique, mais d'apparence ». C'est formidable, ce raccourci sans doute très involontaire de la part du chef de l'État, mais qui en dit long sur la situation trouble dans laquelle nous sommes dans l'espace public français aujourd'hui. Oui, c'est exactement. Enfin, ça exemplifie le processus de racialisation dont on parlait tout à l'heure, dans la mesure où c'est une confusion entre l'apparence physique, donc un trait physique, et une appartenance religieuse. Donc, ce processus de racialisation religieuse, il s'est opéré notamment pour les Juifs. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on tente, et surtout on s'appuie sur les travaux qui ont comparé les deux phénomènes, dans la mesure où on a une connexion entre des traits physiques et une appartenance religieuse, et l'un est intrinsèquement lié à l'autre. Et cette question-là, elle produit de fait une forme d'essentialisation. Voilà. On essentialise, donc la personne, ce n'est pas un soldat, ce n'est pas un Français, ce n'est pas c'est une victime, mais ce qui fait son essence, entre guillemets, c'est son appartenance religieuse. En l'occurrence musulmane, même si, à la limite, il est catholique. Donc c'est le fait même de dire il est musulman, même s'il est catholique, vous voyez un peu le problème que ça pose, la grille de lecture qui s'impose sur le regard de Sarkozy lorsqu'il s'intéresse à ces soldats victimes de Merah. Alors, on peut tenter un parallèle difficile, exigeant, ambitieux entre antisémitisme et islamophobie. Édouard Saïd l'a fait. Vous rappelez son travail à ce propos, d'ailleurs en montrant à quel point souvent on trouve dans les mêmes discours, chez les mêmes personnes, antisémitisme et islamophobie. Et en même temps, c'est une époque, ce moment où Édouard Saïd publie, 1985, qui, sur cette question, nous paraît aujourd'hui extraordinairement loin. Je voudrais qu'on prenne un repère temporel pour parler de ces questions qui se traduisent souvent, on le sait ici en France, dans les lieux scolaires. 1989, on sait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la première affaire du voile, c'est-à-dire le moment où dans l'espace public surgit la question d'un point de vue juridique du port du voile à l'école, et qui est tranché par le Conseil d'État. À cette époque, une grande majorité des acteurs politiques de gauche font prévaloir une conception on va dire ouverte de la laïcité, en tous les cas une conception qui n'est pas répressive. Aujourd'hui, il semble qu'on est, on peut en prendre et en multiplier les exemples, totalement basculé. Comment on est passé d'un moment à l'autre? C'est aussi cette sociologie historique que vous faites dans votre livre, Marouane Mohamed. Alors, il y a bien sûr plusieurs étapes, et un des moments clés, c'est tout ce qui concerne les débats sur le port du voile en 2003 et 2004. Un moment qui va s'appuyer sur une affaire locale dans un lycée d'Aubervilliers, pour une affaire de voile qui concernait 2 sœurs, Alma et Lila Lévy, qui étaient d'ailleurs les filles de Laurent Lévy, avocat du MRAP, un des avocats du MRAP à l'époque. Une affaire qui est très intéressante dans sa construction, dans sa genèse. C'est-à-dire que à l'initiative, il n'y a pas une demande des syndicats, il n'y a pas une demande forte qui arrive du monde politique. Il y a une poignée d'enseignants, dont certains sont syndiqués, notamment à l'extrême gauche, qui
estime que le port du voile par ces deux jeunes adolescentes est un problème qui mérite d'être posé à l'échelle locale, mais surtout d'être médiatisé et d'être amplifié. C'est ce processus-là qu'on essaye de montrer, et progressivement, entre 2003 et aujourd'hui, on voit bien comment est-ce que c'est pas seulement un régime juridique d'exception qui va être mis en place pour éloigner des jeunes filles, et essentiellement des jeunes filles, de certains espaces publics ou de certains espaces, notamment des espaces scolaires. C'est la notion même, la conception même et la tradition même de la laïcité française qui va être modifiée à partir d'une espèce de coup de force symbolique, avec à l'initiative un certain nombre d'acteurs du monde scolaire, du monde politique, du monde des médias, un certain nombre d'essayistes qui vont contribuer à l'émergence de ce problème musulman comme problème public qui nécessite des réponses urgentes et importantes. Mais derrière ça, ce que montre Jean Bobéro, qui est un des grands historiens français de la laïcité, c'est que c'est la laïcité même qui est modifiée durant cette dernière décennie à travers tous ces textes et toutes ces évolutions juridiques. La laïcité est modifiée parce que là encore, pour prendre un autre repère temporel qui nous permet de mesurer véritablement le changement rapide, 1984, c'est l'année des grandes manifestations de la droite qui partent de Versailles contre le projet de réforme de l'école et de la fin des subventions publiques aux écoles privées, notamment évidemment aux écoles privées confessionnelles. On le sait, la gauche cale, la gauche abandonne son projet, la gauche perd la bataille des principes, la bataille politique sur cette question de la laïcité. Et quand la laïcité ressurgit, quelqu'un qui aurait été dans le coma toutes ces années et qui aurait été réveillé aurait du mal à comprendre pourquoi autant de leaders de droite aujourd'hui tiennent des discours ouvertement laïques alors qu'ils combattaient fermement la laïcité en 1984. Il y a là quelque chose qui bascule, comme si on passait aussi d'une application de la laïcité à des institutions vers une application de la laïcité à des personnes, puisqu'on se focalise sur ce que portent les gens sur la tête, sur les épaules, etc. Abdelali Hadjad. Oui, c'est l'étonnement qui a été aussi la source du livre. C'est comment les minoritaires de 89 sont devenus les majoritaires de 2003 et actuellement. Donc si on s'intéresse un peu à la perspective historique, on peut comparer ce qui se disait sur les enfants d'immigrés postcoloniaux avant 89 et ce qui se disait après. Donc, avant 89, il y a la fameuse commission Marsolon sur la nationalité, donc qui a été réunie en 1987. Donc c'était à la suite du débat autour de la remise en cause du droit du sol par Chirac à l'époque, et qui a été instaurée finalement en 93, entre 93 et 98. Et en gros, ce qui ressort des auditions, c'est l'islam pose problème. Donc là, on a des gens comme Bruno Etienne et d'autres qui vont alimenter cette idée qu'il existe un problème musulman, mais que finalement l'intégration est en marche, que les enfants d'immigrés postcoloniaux vont continuer, vont rentrer dans un processus d'intégration comme pour les immigrations européennes, etc. Et donc il y a cette croyance dans l'intégration-assimilation qui est très forte avant 89, mais qui est bouleversée par les jeunes filles, donc les collégiennes qui portent le hijab au collège de Creil, puisque ça remet en cause finalement tout le discours, toute cette croyance qui est partagée, qui est liée à l'histoire de France, l'histoire républicaine, etc., en assimilation-intégration. Et donc il y a un côté un peu trahison, entre guillemets, parce que comme vous disiez tout à l'heure, on parie sur les filles, on parie sur les enfants, on parie sur les femmes immigrés. C'est par là, entre guillemets, que l'assimilation, l'intégration va se faire. Et là, finalement, c'est celles qui sont censées être l'avant-garde, entre guillemets, l'intégration, qui revient en arrière. Et donc, du coup, ça correspond aussi au moment de 89, au bicentenaire, donc qui méritera encore une analyse historique approfondie, parce qu'il y a une forme de reconstruction du passé, de mystification, du mythification du passé français, etc. Et de fait, ça produit un discours sur l'échec du modèle d'intégration. L'idée qu'il y a un modèle, alors, même si en tant que sociologue on dit qu'il n'y a pas de modèle, mais il y a la croyance en l'existence d'un modèle, et que ce modèle est remis en cause non pas par les institutions, en tant que telles, qui seraient incapables d'intégrer, mais par les individus à intégrer, qui seraient responsables de leur non-intégration. Et donc c'est là qu'il y a un renversement qui s'opère, mais qui est spécifique aux enfants d'immigrés postcoloniaux, mais on retrouvait un peu une dynamique un peu analogue,
peu de temps auparavant, c'est un fait historique qui peut rappeler, c'est pour ça qu'on insiste un peu dans le bouquin, c'est les grèves ouvrières de Talbot-Poissy et Citroën-Aulnay-sous-Bois dans les années 80-84, où c'est le premier acte de construction du problème musulman, pas par la droite, mais par un gouvernement socialiste, par certains syndicats, par le patronat, etc. Où l'on voit donc encore une fois la capacité de fragmentation des clivages classiques de cette question. Pour prendre un autre exemple, on sait ce qu'il est advenu, c'est-à-dire pas grand-chose du nouveau parti anticapitaliste, du NPA, après que l'une de ses candidates ait décidé de se présenter voilée en quelque sorte, et que ça a provoqué à l'intérieur de ce parti un débat tel que le parti a explosé littéralement. Beaucoup de gens en sont partis. Donc à l'extrême gauche, dans la gauche de gouvernement, à droite, à l'extrême droite un peu moins, ils sont peut-être un peu plus d'accord entre eux sur cette question, mais en tous les cas, à droite, à gauche et à l'extrême gauche, cette question a littéralement traversé toutes les organisations politiques. Alors en 89, il y avait quand même un certain nombre de gens, certes minoritaires, mais qui portaient déjà la position qui est aujourd'hui majoritaire. Et ça faisait réfléchir des chercheurs déjà. Je voudrais citer cette phrase que vous rappelez, tirée d'un article important de Pierre Bourdieu, un article de presse, mais qui s'appelait « Un problème peut en cacher un autre ». Et en 89, sur cette question du voile, Pierre Bourdieu écrivait « La question patente, faut-il ou non accepter à l'école le port du voile dit islamique, occulte la question latente, faut-il ou non accepter en France les immigrés d'origine nord-africaine ?» Je voulais qu'on en vienne là, parce qu'au fond, Marouane Mohamed, derrière, c'est ça le, entre guillemets, problème musulman. Derrière le problème musulman, et c'est un des éléments de construction de notre définition de l'islamophobie, l'enjeu majeur de l'islamophobie aujourd'hui, c'est la légitimité présentielle des musulmans, notamment des musulmans issus de l'immigration postcoloniale, parce que la question se pose de manière un petit peu différente pour les musulmans convertis qui sont l'objet de rejet, de fantasmes également, mais qui sont ici sur le territoire national depuis un certain nombre de générations. Là, effectivement, ce qu'on avance, c'est une thèse qu'on avance de manière assez forte, que l'enjeu, c'est la légitimité. L'enjeu, c'est la légitimité, et cet enjeu de légitimité se pose dans les différents espaces sociaux où se construit le problème musulman. D'abord au collège et au lycée. Aujourd'hui, la question du niqab a été réglée par le droit avec une loi d'interdiction dans l'espace public. Donc on n'est plus dans les services publics, on est passé du service public à l'espace public. La question se pose du voile à l'université. La question se pose de la possibilité pour des nounous voilés à la fois d'accompagner les enfants, mais également de garder des enfants chez elles avec leur foulard. Et on voit très bien comment est-ce que finalement l'islamophobie opère par capillarité. C'est-à-dire qu'il y a un lieu d'interdiction et puis progressivement, le débat saute d'un endroit à l'autre pour donner lieu aux mêmes formes de débat avec les mêmes acteurs et finalement avec le même type de résultats. Voilà, pour terminer, peut-être on peut rappeler par contraste que cette Troisième République qu'on mythifie souvent, mais aussi la Quatrième et aussi la Cinquième, tolérait la présence de bonnes sœurs infirmières en cornette dans les hôpitaux publics et il semble qu'on l'ait oublié. Merci Marouane Mohamed, merci Abdelali Hadjat. Je rappelle le titre de votre livre, Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman. Le livre paraît aux éditions La Découverte. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission Geneviève Méric, à la technique Ludovic Auger, à la réalisation Ghislaine David.